Ce mois d'avril est un mois d'élection. Pour parler vite, un mois de grand foutage de gueule en réalité. Pour cette présidentielle, aucun débat contradictoire, aucune confrontation, aucun bilan. Une farce, une mascarade, une comédie dramatique en quelque sorte. J'ai répondu à la proposition d'interview de la revue Le Militant, et partant de mon dernier livre, La catastrophe en marche et les moyens de la conjurer, eh bien je pose quelques questions que le débat public prend bien garde d'éviter. Il m'a semblé important de tenter de répondre à une question toute simple que nous sommes nombreux, à mon avis, à nous poser et qui reste en suspens. Tu vois, comment se fait-il que depuis maintenant plus de 30 ans, des politiques dites tantôt de gauche, tantôt de droite aboutissent très exactement au même résultat et nous entraînent dans une spirale qui en effet, à mon sens, est une spirale catastrophique. Quand on parle de catastrophe, généralement, il y a un consensus aujourd'hui dans le monde politique qui s'opère de la façon suivante. Regarde bien. On nous parle de la catastrophe climatique, on nous parle de la catastrophe écologique, on nous parle de la catastrophe énergétique. Et d'ailleurs, tout le monde y va de sa petite recette. Pour les uns, on va chauffer 1 degré de moins l'hiver. Pour d'autres, pour l'électricité, peut-être qu'il faut vivre dans le noir. Pour d'autres, roulons en vélo, ne prenons plus l'automobile. Enfin bref, tout ça n'est pas très sérieux. En réalité, moi je crois que la catastrophe, elle n'est pas dans l'avenir à travers ces thèmes qu'on peut dégager, sur lesquels tout le monde d'ailleurs apporte des réponses plus ou moins absurdes. Non, regarde bien, la catastrophe, elle est déjà inscrite dans le développement politique, qui est le nôtre depuis des années et des années, sur toutes les questions essentielles. La question industrielle, la question scolaire, la question éducative, la question sanitaire, la question démocratique. Bon, j'en passe et des meilleurs. C'est en cherchant à analyser ce que sont ces catastrophes exactement, comment elles se sont développées, qu'à mon sens, on peut essayer de dégager les remèdes pour essayer de les conjurer. Et alors, comment est-ce que tu analyses les phases de déploiement en fait de ce problème politique et Ben, économique, etc. je pense que dans le temps, le capitalisme est la véritable catastrophe. Parce que toutes ces catastrophes ne sont pas juxtaposées les unes à côté des autres, et elles viendraient d'on ne sait où. En réalité, elles sont générées par le capitalisme qui lui-même, et le développement du capitalisme, a engendré et développé la catastrophe en question. Si vous voulez, prenons quelques exemples. La mondialisation. On nous parle de catastrophes énergétiques, économiques, etc. Mais regardons ce qui se passe. Par exemple, les forêts françaises sont coupées. Elles rentrent sur des paquebots. Ça part en Chine, en Asie, pour fabriquer des meubles. Ça revient sur des paquebots dans les grandes surfaces qui les vendent à des prix défiant toute concurrence, mardi, puisqu'évidemment, la main-d'œuvre là-bas coûte très peu cher et donc le capital réalise des taux de profit importants, cela au détriment total des problèmes soulignés, celui de l'énergie, celui de l'écologie, etc. Ça veut bien dire que le capitalisme, à travers son développement, à travers ce qu'il recherche, est en réalité la source du mal. C'est lui qui génère toutes les catastrophes en question. Et ça, on peut le décliner sur tous les problèmes. Prenez par exemple la question des services publics. La concurrence libre et non faussée décidée par l'Union européenne et adoptée d'ailleurs par tout le monde et respectée par tout le monde. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la question du coût du travail, comme ils disent, devient prépondérant, que cette question donc génère le développement économique en sacrifiant l'emploi, en sacrifiant les salaires, en sacrifiant les travailleurs, en sacrifiant la production, bref, en sacrifiant tout ce qui nous permet de vivre. Et ça, on peut le généraliser à tous les points de vue. La question sanitaire, je ne vais pas tout décliner. La question sanitaire, elle est assez récente tout de même. On voit 100 000 lits supprimés dans les hôpitaux depuis maintenant les années 83-84. Donc gouvernement de gauche, gouvernement de droite, de gauche, de droite. Ce qui veut dire que tout ça n'a plus aucun sens d'ailleurs. Les notions de gauche et de droite quand on voit les politiques qui sont appliquées. Plus de 5 000 lits supprimés par Macron depuis la crise pandémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts du capital qui font que globalement, la protection commune, la protection de la population passe en arrière-plan. Et alors, comment est-ce que tu fais le lien, tu l'as évoqué en filigrane là, entre le lien entre la critique de ces politiques effectivement menées par la gauche et la droite, effectivement, termes qui n'ont plus qui n'ont plus beaucoup de sens. Et puis la question de l'Union européenne, parce que finalement, ces politiques, elles se font aussi dans un cadre, je dirais, imposé, avec des contraintes extérieures qui sont fortes. Mais tout ça, ça repose, si tu veux, à mon sens, ça repose sur une escroquerie absolue. Parce qu'on nous dit l'Union européenne, c'est l'Europe. Mais ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe, c'est une série d'États, c'est une série de nations, c'est une série de territoires, et c'est indiscutable, c'est une réalité géographique qu'on ne peut pas remettre en cause. Par contre, l'Union européenne,
Bah, c'est pas ça l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une construction politique au service d'une politique économique. L'Union européenne, une fois encore, c'est en réalité l'organisation d'un grand espace, d'un grand marché, comme ils l'ont dit à l'époque, et comme ils continuent à le dire aujourd'hui d'ailleurs. Un grand marché qui ne sert en réalité qu'à accumuler des profits le plus rapidement possible et les plus importants possibles. Donc je pense que l'Union européenne est une espèce de couverture pour donner l'impulsion permettant à cette politique de se développer. Et alors que faire avec cette Union européenne? Est-ce que tu penses qu'elle est amendable, qu'on peut Ben, la régénérer, comme le proposent certains, lui faire les gros yeux? non, parce que bah, je crois, non, non, si tu veux, je crois que malheureusement, si on pouvait aller au plus court, au plus simple, ce serait parfait. On est tous partisans de la plus grande économie dans tous les domaines. Pourquoi se fatiguer si on peut dépenser un minimum d'énergie? Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça va se passer et on s'en rend compte. Ceux qui ont voulu amender l'Union européenne, prenons l'exemple grec, Tsipras. Bah, moi, je ne veux pas avoir une vision policière de l'histoire, mais je ne pense pas qu'au départ, Tsipras avait une vision machiavélique qui était de dire blanc pour faire noir. Non, je pense que c'est plus compliqué. Je pense qu'il croyait profondément à ce qu'il a dit, à un moment donné, et il s'est heurté à une réalité où ne pas rompre avec l'Union européenne l'a conduit à capituler et à appliquer la politique de l'Union européenne en Grèce de façon catastrophique. Tenez par exemple, j'étais en Grèce pour faire un documentaire à l'époque qui s'appelait Dans le secret de la crise financière. Bien, j'ai vu des choses catastrophiques là-bas. J'ai vu par exemple la Troïka, c'est-à-dire les émissaires de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international, débarquer en Grèce et imposer des coupes drastiques dans les retraites. J'ai vu dans les hôpitaux grecs les mêmes compresses utilisées sur des malades différents parce qu'il n'y avait plus de possibilité de soigner correctement. J'ai vu une éducation complètement délabrée. J'ai vu par exemple dans le port du Pirée des centres d'assistance dont les médecins me disaient qu'à l'époque, ils étaient à 90% occupés par des marins étrangers qui arrivaient, qui étaient malades, qui avaient besoin d'être soignés avant de remonter sur leur bateau, et qui du jour au lendemain ont été remplis à 90% de Grecs qui n'avaient plus les moyens. Bon, c'était ça la réalité. Cette réalité, je pense que la majorité de nos concitoyens la comprennent. Et en même temps, lorsque vous dites je veux quitter l'Union européenne, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de peur irrationnelle qui fait que les mêmes qui comprennent que l'origine du mal, c'est entre autres l'Union européenne, ont des réticences à dire on va la quitter parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas dans quel précipice on risque de tomber. Donc je crois qu'on devrait prendre le problème à l'envers. Aujourd'hui, les parlements nationaux ne font qu'entériner les décisions prises par des technocrates au niveau européen. Je pense qu'on devrait décider de renverser les termes. Et ça, c'est une décision politique. Normalement, que les institutions européennes discutent et voient si elles sont d'accord pour ratifier les décisions des parlements nationaux. Ça oui, c'est dans ce sens que ça devrait se faire. C'est-à-dire que la démocratie, qui est théoriquement le ferment de la nation et le ciment de la République, devrait être respectée dans ce sens, alors que c'est l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, tu te rends compte que nous nous rendons compte que nos représentants que nous avons démocratiquement élus ne servent qu'à entériner des décisions prises par des gens dont on ne sait qui ils sont, quels intérêts ils servent, pas les nôtres en tous les cas. En réalité, ils nous mettent devant un fait accompli avec une série de dictats aussi insupportables qu'absurdes. Quelques mots, puisqu'on est qu'on évoque les questions internationales, ton sentiment sur la crise actuelle en Ukraine et puis la manière dont c'est géré par l'Union européenne d'une part et puis par notre président actuel de l'autre. Ben, je crois sur la question de l'Ukraine. D'abord qu'il faut rétablir un certain nombre de choses. Tout le monde s'est contenté de dire Poutine est un fou qui a envahi l'Ukraine et c'est un type dangereux car il peut appuyer sur le bouton. Ben, je crois que c'est vraiment une vision extrêmement limitée de la chose. Poutine, il n'est pas fou du tout. Poutine, il correspond à un homme politique qui défend des intérêts particuliers, ceux des oligarques russes notamment, et qui dans ce sens a pris l'initiative de déclencher une guerre. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Un, qu'est-ce qui lui permet? C'est ça la folie. Non, c'est fermement parce qu'il est appuyé par une partie importante du peuple russe qui a été humilié depuis les années 90 par les thérapies de choc que le capitalisme est capable d'imposer lorsqu'il décide de l'emporter. Et ce peuple russe a retrouvé une certaine fierté dans l'existence de Poutine. C'est le premier élément qu'il faut comprendre. À mon sens, le deuxième élément, c'est que les Ukrainiens ont en mémoire, dans leur gène presque, ce que le stalinisme leur a imposé dans les années 29-33, c'est-à-dire la déportation et l'assassinat de centaines et centaines de milliers de travailleurs et de paysans. Puis enfin, troisièmement, je pense qu'à partir de là, il faut comprendre que ce qui se passe est à mon sens totalement irrationnel, car tout le monde va être perdant dans l'affaire ukrainienne.
je ne veux pas développer là, je veux juste donner quelques éléments. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 15 minutes là-dessus, où je détaille dans la sociale sur Internet. Par écrit, c'est expliqué aussi. Les Russes vont donc être perdants parce que les sanctions sont fortes et qu'ils vont devoir subir sérieusement. Les Ukrainiens vont être perdants parce que les destructions sont importantes et qu'il y a des millions de gens qui ont fui, et c'est toujours plus facile, malheureusement, même dans la douleur, de partir que de revenir dans un pays détruit qu'il faut reconstruire. L'Union européenne et la France vont être perdantes, et les Français vont être perdants démocratiquement. Tenez par exemple la fermeture de la chaîne de télé RT parce qu'elle est financée par des fonds russes. Les prétextes pour fermer RT sont absurdes, ils sont insupportables. On dit que RT, à travers l'Ukraine, a traité ça sur des plateaux, sans beaucoup de reportages. Mais je m'excuse, si on ferme RT pour ça, il faut fermer CNews, BFM, TF1, il faut fermer toutes les chaînes de télé qui au début ont agi de la même façon. Donc on se rend compte que nous sommes perdants d'un point de vue démocratique à travers une attaque précise de la part de Macron. Enfin, nous sommes perdants, nous, sur un terrain plus précis, qui est le terrain politique. On se rend compte que la campagne électorale, dans laquelle on est théoriquement, vous vous rendez compte, d'ici peu on est appelé à voter sans le moindre débat contradictoire n'ait été mené, sans que Macron n'ait été amené à tirer son premier bilan. En gros, on le renommerait se réparer, quoi, ça sert à rien d'aller voter. C'est une profonde mascarade qui est engagée. Partant de là, je pense concernant l'Ukraine que les va-t-en-guerre qui poussent à travers la fourniture d'armes n'ont rien d'internationaliste qui soutiennent le peuple ukrainien. Rien. Ils expriment juste par contre la volonté de voir l'extension du conflit à travers des armes qui sont déversées aux uns et aux autres d'ailleurs, aux Russes comme aux Ukrainiens, armes qui doivent bien servir à un moment ou à un autre. Encore un autre élément qui est important, qui à mon avis peut bien annoncer le pire. Je pense que les États-Unis et l'OTAN sont perdants. Parce que le problème des États-Unis, c'est pas l'Ukraine, le problème des États-Unis, c'est pas les Russes, le problème des États-Unis, c'est la Chine, qui est leur principal concurrent sur le terrain économique. Derrière la Russie, c'est donc la Chine. Et donc vous vous rendez compte que la politique de Biden et de l'OTAN, c'est de pousser les Russes plus encore dans les bras des Chinois. Absurde. Et là, à mon avis, on va aller dans une situation beaucoup plus explosive dans les temps qui viennent que la situation ukrainienne, car je ne crois pas que l'impérialisme américain se laissera dessaisir de son leadership avec le sourire comme ça sans réagir. Si l'affrontement est réel avec les Chinois, à un moment, il risque de durcir le ton, et ça risque de se passer très mal, cette affaire. Enfin bref, on voit que cette photographie d'ensemble, on se rend compte d'abord que la diplomatie menée par l'Union européenne et par Macron n'a été qu'une diplomatie américaine qui a trouvé un émissaire à travers Macron, qui a appelé Poutine, rappelé Poutine, re-rappelé... D'ailleurs, au titre de n'importe quoi, je vous annonce que les premières fois où il est allé le voir, il est sorti de là en disant que tout était détendu, que tout allait bien, puis 2 jours après, Poutine, il signait la reconnaissance des États indépendants, et la guerre était engagée. Donc c'est absolument n'importe quoi. Ça a un côté amateur qui est terrible, et je pense que dans ce cadre, si on revient à la jeunesse du problème, on comprend qu'il ne peut y avoir qu'une solution. Diplomatique, pas de solution militaire. Donc il faut une solution diplomatique, mais quelle solution diplomatique? Depuis le début, il y a des choses qui traînent. Et c'est là-dessus qu'il faudrait, de la diplomatie internationale, à mon sens, s'accorde. C'est faire de l'Ukraine une espèce de Finlande bis, d'Autriche bis, démilitarisée, une zone tampon, en faire en sorte que Zelensky, avec sa volonté de rattachement à l'OTAN et à l'Union européenne, tout le monde a compris que l'Union européenne dans cette affaire, c'est une espèce de cheval de Troie de l'OTAN, et on sait très bien que rentrer dans l'un, c'est adopter l'autre. Il faut ramener Zelensky à la raison également. Je crois qu'il faut vraiment être attentif à cette affaire, car ce n'est pas seulement une ville bombardée ou une autre, ça c'est déjà terrible, mais ce sont les développements à venir qui risquent, quoi qu'il arrive, de devenir catastrophiques eux aussi. Tu nous dresses un tableau assez pessimiste et je partage ta description de la situation effectivement qui n'est pas engageante et dans un contexte politique français qui est tout à fait délétère. Alors, pour en revenir à la conclusion de ton livre, en quelque sorte, donc on a cette catastrophe en marche. Donc, parce que là, elle est plus qu'imminente, en fait, elle est déjà engagée. Alors, selon toi, quels sont les moyens de la conjurer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peuvent faire les gens qui verront cette vidéo? Bien, écoute, déjà je pense qu'il faut s'accorder sur les raisons de cette situation. Jaurès disait au début du siècle dernier, le capitalisme sème la guerre comme la nuée sème l'orage. Je pense que l'Ukraine le montre, et qu'en même temps, dans tous les autres domaines, le cœur du problème, c'est bien celui-là. Donc il faut voir comment nous pouvons nous appuyer sur un certain nombre d'éléments dans la société pour affronter la situation, pour combattre les méfaits du capitalisme lui-même. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on peut prendre appui, qui sont extrêmement importants et d'ailleurs qui sont un enjeu dans les temps qui viennent. Tiens, prenons par exemple la sécurité sociale.
Quand on réfléchit bien, la sécurité sociale, sur son principe, tu es malade, tu vas être soigné, non pas en fonction de tes moyens, mais en fonction de tes besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la société capitaliste une dose de socialisme qui a été établie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la sécurité sociale, dans les temps qui viennent, comme ça l'est depuis des années, va être un des enjeux des affrontements de classe et des affrontements politiques. Il y a la raison financière, car ce sont des sommes considérables, mais il y a la raison politique. Car si on fait sauter ce verrou, derrière, tout peut sauter, toute velléité d'exigence, d'égalité, de socialisation. Donc je pense qu'il faut prendre appui sur ce qui existe, il faut tester, voir concrètement comment un nouveau système pourrait être substitué au système actuel. Par exemple, dans le domaine du travail, les mutuelles de secours, qui même imparfaites, sont un apport, les GAEC, les coopératives agricoles, les coopératives ouvrières, les AMAP, ce sont des pistes qui mériteraient sans doute d'être explorées, non? Prenons le domaine de l'industrie. On entend dire souvent qu'il y a des boîtes bénéficiaires que les multinationales ou les patrons décident de délocaliser pour aller chercher ailleurs le travail moins cher et donc accumuler leurs profits. Donc ici, le chômage, réduction des acquis sociaux, impossibilité de vivre, voilà, c'est une question politique. Il n'y a qu'à affirmer que s'ils veulent partir, qu'ils partent. Mais les usines, les machines sont là comme les ouvriers pour les faire tourner. On garde les usines, on garde les machines et on les socialise. Prenons la question du financement et des choix politiques et industriels. Une grande banque nationale publique devrait être instaurée. Prenons la question des services publics. C'est un bien commun, les services publics. Ce bien commun, peu à peu dilapidé, doit aujourd'hui, parce qu'il est menacé, être remis en place. Il faut se réapproprier, il y a d'autres solutions. Par exemple, un grand service public de l'énergie. Ça pourrait être mis en place, non? Il s'agit là aussi d'une volonté politique. Évidemment, on peut décliner tout cela. On peut le prendre sur tous les aspects. Un aspect très important, par exemple, est celui de l'éducation. Je veux bien qu'on nous explique, comme disait Giscard à l'époque, qu'avec un manque de pétrole, nous avons des idées. Oui, mais pour les idées, il faut avoir des qualifications, et pour avoir des qualifications, il faut avoir une instruction. Il faut avoir une éducation. L'éducation nationale est dans une situation catastrophique. Tous les éléments de comparaison, notamment les plans PISA à l'échelon européen, indiquent que nous sommes maintenant en queue de peloton pour l'acquisition des matières fondamentales, le français ou les maths par exemple, par les gosses qui entrent au collège. Il faut remettre tout ça sur pied. Tout cela est impossible. C'est une question de volonté politique. C'est pourquoi aussi un État central fort est indispensable, pour assumer les questions régaliennes, la défense, l'égalité, la répartition des richesses, la démocratie, l'instauration du RIC. Il faut encadrer le système capitaliste par un secteur national fort qui donne le là sur les priorités dans les domaines industriels et agricoles, conformément à l'intérêt commun. Évidemment, sans oublier le secteur des travailleurs indépendants, commerçants, artisans, paysans, intellectuels, professions libérales qui devraient même pouvoir mieux s'épanouir s'ils ne sont pas soumis à une bureaucratie étouffante et à la concurrence libre et non faussée des grosses entreprises capitalistes. Il faut remettre tout cela sur pied, c'est dire un grand plan. Tout ça, une fois encore, n'est que question politique. Je pense que ça n'a rien de génial, ce que je dis là. Je pense que nous sommes quelques millions à le comprendre, à le penser. Le problème, c'est qu'on est quelques millions dans notre coin, chacun chez soi. C'est vrai que les individus, comme c'est vrai pour les groupes organisés. Combien y a-t-il de petits groupes qui existent d'un côté et de l'autre, qui sont atomisés, qui sont d'un certain point de vue dématérialisés, parce que seul dans son coin, on parle, on est seul, mais il n'y a pas moyen d'agir, de convaincre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Parler à des gens qui ne sont pas des convaincus. Parler à des gens qui pensent que tout peut être réalisé à partir du moment où on peut se rassembler, se regrouper, essayer de régler les problèmes. Je pense que c'est ça l'enjeu. Il faut casser l'émiettement. Il faut que ces groupes, que ces individus puissent se rassembler. Comment, j'en sais rien. Je n'ai pas de réponse miracle, je fais que souligner un certain nombre de problèmes qui doivent devenir nos problèmes collectifs. Si on reste dans notre coin, on est mort. Si on se rassemble, on est une force. Eh bien, je pense que c'est cela qu'il faudrait faire dans les temps difficiles, ou disons-le carrément, je l'ai déjà dit précédemment, gauche et droite, ça n'a plus grand sens. On voit que les politiques qui sont mises en œuvre sont identiques. Les mouvements gazeux, puisqu'il en existe un compris, ça veut dire que le gaz, ça s'évapore et ça ne se stabilise pas. Gramsci, à l'époque, disait, il faut créer des casemates partout. Il faut partout des groupes qui discutent, qui décident, qui se rassemblent, qui se regroupent et qui créent une force. C'est peut-être bien ça qu'il faudrait faire. Et ça dépend de nous, individuellement et aussi collectivement. Ça va? Ok. Bon, écoute, merci, à plus tard.